Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Randonnée Zen. Aujourd'hui, on va parler du matériel de base à avoir ou acheter pour commencer à randonner. Donc, avant qu'on commence, je veux juste préciser quelque chose. Moi, j'adore la randonnée déjà à la base parce que je trouve que c'est un sport hyper démocratique, un sport que tout le monde peut pratiquer. Il n'y a pas vraiment besoin de connaissances précises, même si, évidemment, il y a certaines notions qui sont nécessaires pour partir en sécurité, pas risquer d'avoir des mauvaises expériences. Toutes des choses qu'on va aborder, bien sûr, ici sur le podcast. Mais voilà, il n'y a pas vraiment besoin de connaissances techniques hyper spécifiques. Et surtout, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est un sport qu'on peut commencer relativement sans dépenses astronomiques par rapport à d'autres sports de plein air qui demandent de s'équiper beaucoup plus et donc les prix augmentent rapidement. Vraiment, faut pas vous mettre en tête qu'il va falloir dépenser une fortune puis avoir le meilleur équipement pour commencer à randonner, surtout si on n'est pas encore certain que ça va nous plaire, on débute, puis on veut juste voir si c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. Éventuellement, une fois qu'on voit que ça nous intéresse, là, on peut investir un petit peu plus, prendre du matériel un peu plus de qualité, mais à la base, il n'y a pas besoin de faire un gros investissement initial. Donc, sur ce, commençons. Quel est le matériel qu'il faut avoir pour commencer à randonner? Donc, pour moi, il y a deux éléments qui sont vraiment très importants et sur lesquels, là oui, je conseille de quand même faire un petit investissement de base et pas aller de pas économiser sur ces deux éléments, mais plutôt économiser sur les autres qu'on va voir par la suite. Donc, ces deux éléments très importants sont les souliers, parce que, évidemment, c'est ce qui nous porte durant toute la randonnée, c'est ce qui est exposé directement au terrain et voilà, qui va porter le poids de notre corps et de notre sac à dos. Donc, très important de prêter bien attention aux souliers, aux chaussures qu'on choisit. Et aussi le sac à dos, parce que là aussi, c'est ce qui va porter les choses qu'on va porter en randonnée. Donc, avoir un sac à dos confortable, ça va être hyper important parce que ça peut vraiment être désagréable de faire une randonnée avec un sac à dos qui est pas confortable, qui ballotte, qui nous serre ou qui frotte à des endroits et tout. Même chose pour les souliers d'ailleurs. C'est vraiment hyper inconfortable et ça peut vraiment ruiner votre expérience de randonnée. Donc, on va y aller un peu plus en profondeur, bien sûr, sauf que les prochains épisodes du podcast vont être un approfondissement vraiment de comment choisir vos souliers et votre sac à dos. Donc, je vais pas aller aujourd'hui hyper en détail sur le comment bien sélectionner ces deux éléments, mais je vais juste vous donner quelques petits trucs quand même un peu déjà pour commencer. Donc, déjà, les souliers, si vous êtes déjà allé dans un magasin de sport de plein air, vous avez probablement remarqué qu'il y a beaucoup de différents types de chaussures qui sont disponibles. Et ça, comme je l'ai dit, on va explorer ça dans le prochain épisode. Mais voilà, il faut vraiment choisir le type de soulier selon votre pratique et selon votre condition physique. Ça, c'est hyper important. Si vous, par exemple, si vous faites de la randonnée en très haute montagne, vous allez avoir besoin de chaussures différentes par rapport à si vous faites des balades en forêt, mais avec presque pas de dénivelé, sur terre battue, etc. Ça va être très différent comme besoin. Et même chose si vous avez, par exemple, des douleurs, des problèmes, si vous faites facilement des entorses, des choses comme ça, vous avez des tendinites ou des choses comme ça,
vous allez choisir votre chaussure différemment par rapport à quelqu'un qui n'a pas ces problèmes-là. Donc ça, c'est 2 points à garder en considération. Comme je vous disais, on va approfondir tout ça dans le prochain épisode. La seule chose que je vous déconseille vivement, c'est d'utiliser des souliers de gymnastique classiques, ceux qu'on utilise par exemple si on va s'entraîner dans un gym ou à l'école, hein, par exemple, quand on allait en éducation physique. Ça, ces chaussures-là, c'est pas adapté pour les sentiers de randonnée. Et les chaussures type Vans, All Stars, etc., ça, c'est encore moins adapté parce que, autant les chaussures de gymnastique que les chaussures type Vans, All Stars, etc., ont des semelles qui sont pas assez, qui ont pas assez de grip, qui n'auront pas assez d'adhérence sur les sentiers. C'est aussi pas, pour ce qui est surtout des Vans puis des Converse, c'est pas assez ergonomique. Pour ce qui est de l'investissement à faire dans les souliers, parce que bien sûr, on peut trouver des souliers de randonnée à 30-40 euros jusqu'à 300, 400, même plus euros. Hein. Donc, voilà, il y a vraiment un énorme range de prix. Donc, bien sûr, ça aussi, ça va dépendre de votre pratique et de la fréquence à laquelle vous allez faire de la randonnée. Donc, si vous débutez dans la randonnée, vous ne savez pas encore si ça vous plaît, vous faites peut-être 1 ou 2 randonnées par année, bien sûr, ça ne vaut pas la peine de dépenser 100, 150, 200 euros sur une paire de chaussures que vous allez utiliser 2 fois par année dans les prochaines années. Donc, là, c'est sûr qu'on peut aller sur des prix un peu plus, des modèles un peu moins haut de gamme, moins ergonomique, blablabla, sol vibrant, je sais pas quoi. On peut aller sur des modèles un peu plus simples, genre les modèles un peu plus économiques, par exemple, chez Decathlon. Mais voilà, si vous comptez déjà randonner assez fréquemment, vous voulez vous y mettre de manière plus sérieuse et tout, je vous conseille quand même déjà d'investir dans quelque chose de moyenne qualité. Là encore, pas besoin d'aller dans les hauts prix, les marques plus connues qui font des prix élevés. Mais voilà, moi, là, il faut voir, vous, quel est votre budget, qu'est-ce que vous êtes disposé à dépenser. Mais voilà, j'irai pas, disons, avec les premiers prix, par exemple, chez Decathlon. Vraiment les premiers prix, les chaussures les moins chères chez Decathlon, j'éviterais, sauf si vous avez vraiment une pratique pas fréquente. Là. Comme je disais, on parle d'1 ou 2 fois par année, par exemple, et sur des sentiers très, très, très faciles de style touristique qui sont en terre battue, aucune difficulté, presque pas de dénivelé et tout. Là, bien sûr, dans ces cas-là, à la limite, même les chaussures de gymnastique sont déjà correctes. Mais donc voilà, moi, je vous conseille d'éviter les premiers prix à la Decathlon. Mais déjà, par exemple, Decathlon, c'est une très, très bonne solution quand on commence dans la randonnée. Ils ont des produits de très bon, un très bon ratio qualité-prix. Évidemment, je suis pas sponsorisée par Decathlon, hein. Mais je vous dis, c'est un bon endroit où regarder quand on débute dans un sport parce qu'ils ont des bons prix. Je vous conseillerais d'éviter d'ailleurs d'acheter de seconde main des souliers. Les souliers se forment au pied de la personne. Il peut y avoir aussi des risques de maladies, de champignons, des choses comme ça. Donc, personnellement, je vous conseille pas d'acheter de seconde main. Moi, je suis une grande fan de l'achat de seconde main, sauf pour les chaussures. Ça, c'est le seul élément que je pense que c'est quand même mieux d'acheter une paire neuve. Donc, comme je vous disais, de toute façon, moi, pour les souliers, c'est vraiment le matériel où je vous conseille de dépenser un petit peu plus. Le reste, vous pouvez tout acheter de seconde main. Il n'y a aucun souci et donc économiser sur les autres items plutôt que sur les chaussures. Le second item sur lequel je vous conseille de bien investir, c'est le sac à dos. Ici encore, bien sûr, ça va être selon votre pratique. Si vous faites 1 ou 2 randonnées par année, qui sont des randonnées faciles, même un sac à dos style sac à dos d'école pour 2-3 heures de randonnée comme ça, une fois de temps en temps, ça fait très très bien l'affaire. Bien sûr, si vous voulez vous mettre à une pratique un petit peu plus régulière et progresser dans votre
pratique de la randonnée, mais là, je vous conseille encore une fois de peut-être acheter quelque chose de la tranche de prix moyenne basse, par exemple, de Decathlon ou d'autres boutiques comme ça qui font des produits, disons, pas de marque. Donc ça, c'est très bien. Ici aussi, je vous l'ai dit, on va avoir un épisode prochainement sur le choix du sac à dos, donc je vais pas passer sur tous les éléments à tenir en compte, mais le volume de votre sac à dos va ici aussi dépendre de la pratique de la randonnée que vous allez faire. Donc si vous voulez faire de la randonnée à la journée, vous n'avez pas besoin de vous acheter un sac à dos de 50 litres. Un sac à dos entre 20 et 35 litres est suffisant. 20 litres, c'est sûr que c'est pas beaucoup. C'est bien si vous voulez juste faire de la randonnée en été, à la journée, en apportant vraiment pas beaucoup de choses. Moi, je pense qu'un 25, c'est déjà un bon litrage pour un sac à dos à la journée. Sinon, bien sûr, si vous voulez commencer à faire des nuits en refuge, des choses comme ça, ben là, on va aller plus sur entre 35 et 45 litres. Si finalement, vous voulez partir vraiment en bivouac plusieurs jours avec votre tente, mais même juste pour une soirée, avec tente, matelas de sol, sac de couchage et tout, ben là, on va aller sur du 45 litres et plus. Donc voilà, ça c'est juste un range rapide pour vous aider à trouver le volume, mais voilà, ça c'est à prendre en considération quand vous achetez votre sac à dos. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce sac à dos? Ensuite, moi, les éléments essentiels que je vous conseille d'avoir sur un sac à dos, c'est les straps sur la poitrine et les hanches. Ça, c'est vraiment hyper important parce que ça va éviter au sac à dos, ça va permettre au sac à dos de bien adhérer à votre corps, de pas se ballotter quand vous vous promenez et donc ne pas créer de la friction et de l'inconfort et vraiment aussi de vous débalancer. Ça va vraiment permettre de faire disons, avec votre sac à dos. Ça va vraiment augmenter le confort. Bien sûr, il y a plein d'autres éléments qui augmentent le confort, mais je dirais que ça, si votre sac à dos a ça, c'est déjà très, très bien pour commencer à faire la randonnée à la journée. Évidemment aussi, important d'avoir un sac à dos adapté à sa taille et à sa morphologie. Et évidemment, je vous conseille d'avoir un sac à dos avec des poches qui vont vous permettre de faciliter l'accès aux choses. Donc des poches sur les hanches, peut-être sur le capuchon du sac à dos, des choses comme ça à l'extérieur qui vont permettre de mieux organiser votre sac à dos. Même si c'est juste à la journée, chercher quelque chose au fin fond de son sac à dos à chaque fois ou devoir s'arrêter juste pour prendre une barre tente parce qu'il n'y a pas de poche sur les hanches et devoir aller chercher dans le compartiment principal, c'est pas super pratique. Donc voilà, des petits éléments à prendre en compte, mais ici encore, c'est vraiment l'important, c'est que vous soyez confortable avec. Et petit truc vraiment important, quand vous essayez un sac à dos, toujours l'essayer avec du poids dedans. Donc si vous êtes dans un magasin, n'hésitez pas à mettre genre de la corde d'escalade ou des tentes ou des choses comme ça pour faire du poids. Super important, un sac à dos ne s'essaie jamais à vide parce que bien sûr, quand il n'y a pas de poids, tout est confortable. Donc voilà, petit truc express pour un sac à dos. Donc voilà, le sac à dos et les souliers. Si vous devez dépenser quelque part, en priorité, les souliers. Deuxième priorité, le sac à dos. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments que je pense vont représenter le plus grand investissement et que je vous recommande qu'ils soient de bonne qualité quand même. Il y a un autre élément qui est pas un essentiel dans le sens que avoir une bonne qualité, c'est pas complètement essentiel, mais c'est quand même un élément qui est important quand on randonne, et c'est le manteau de pluie. Donc, surtout si vous comptez faire, comme toujours, beaucoup de randonnées et de sport de plein air en général, ça va être vraiment un élément très, très utile, sauf si vous dites, non mais moi, s'il pleut, je sors pas, donc, mais de toute façon, il faut toujours avoir une veste de pluie dans son sac, même si on part l'été et qu'il n'y a pas censé avoir de pluie, c'est un élément essentiel à la sécurité, donc il faut toujours l'avoir avec soi. Mais bon, si vous comptez pas faire beaucoup de randonnées sous la pluie, n'importe quelle veste imperméable va faire l'affaire. Mais si vous voulez faire déjà plusieurs sports et tout, ça c'est un élément que vous allez en avoir un et qui va servir pour plusieurs sports, plusieurs utilités dans votre vie quotidienne. Juste banalement, quand il pleut, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie quotidienne, en voyage, hyper pratique. Moi, j'utilise ma veste de pluie en vélo, en ski de fond l'hiver ou en raquette s'il vient à neiger, en kayak s'il vient à pleuvoir.
en vélo, je l'ai déjà dit en vélo, je m'en rappelle pas. Bref, je l'utilise vraiment pour tous les sports. J'ai une veste que j'utilise pour tous les sports. Donc, c'est vraiment un investissement qui va servir à plusieurs choses. Donc, faut aussi toujours le voir comme ça. C'est pas juste pour la randonnée, c'est aussi pour faire d'autres choses. Donc, voilà. Donc, pourquoi je trouve que ça peut être important un autre élément important sur lequel investir éventuellement, la veste de pluie, c'est parce que si vous avez une veste de pluie de basse qualité, elle va vous faire transpirer énormément. Donc, elle va vous protéger de la pluie à l'extérieur, mais vous allez tellement avoir chaud, ça va faire un effet de serre à l'intérieur que vous allez être mouillé quand même, mais à cause de votre propre transpiration. Ce qui est vraiment très, 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 très désagréable. Donc voilà, ça c'est disons, avoir une veste de pluie de basse qualité, ça va créer cet effet-là. Mais bon, comme je disais, si on pense pas randonner souvent sous la pluie ou si c'est juste une fois de temps en temps, ben c'est pas grave, on le prend avec, disons, un grain de sel, puis on se dit, c'est pas grave, je vais rentrer chez moi tout de suite et je vais pouvoir me changer, donc c'est pas trop un problème. Mais si on veut faire sur plusieurs jours déjà, par exemple, ou des choses comme ça, là, ça peut être plus important d'avoir une veste de bonne qualité. OK, maintenant on passe au reste des éléments qui, selon moi, sont ceux sur lesquels, surtout quand on débute, il faut pas dépenser trop d'argent parce que c'est pas des éléments essentiels qui vont avoir un gros impact sur le confort en randonnée ou surtout la sécurité. Donc, les vêtements, évidemment. On va commencer par ceux-là. Donc, les vêtements, il n'y a pas besoin d'acheter nécessairement des nouveaux vêtements. Le seul élément essentiel en termes de vêtements à garder en tête, c'est qu'il ne faut pas utiliser de coton en randonnée parce que le coton, c'est un tissu qui absorbe l'humidité et qui prend énormément de temps à sécher. Donc ça va faire en sorte que si par exemple même l'été, vous suez et tout, vous arrivez en haut sur le sommet de la montagne et tout, vous avez chaud et tout, sauf que là, au sommet par exemple, il se met à venter très très fort, vous êtes toutes mouillées, votre t-shirt est tout mouillé, il va rester mouillé et il va vous donner froid parce que la sueur va, le mouillé va rester tout froid et ça va vous refroidir. Donc, le coton, c'est vraiment à bannir pour tout. Même les sous-vêtements, les chaussettes, tout. Il faut éviter le coton absolument en randonnée. Et donc, privilégier des tissus synthétiques, par exemple, qui ont l'avantage d'être beaucoup plus abordables et faciles à trouver. D'ailleurs, vous avez probablement déjà beaucoup de choses en synthétique dans votre garde-robe, donc probablement pas besoin de racheter beaucoup de vêtements. Vous pouvez aussi choisir des vêtements en fibres naturelles, comme la laine mérino, le bambou ou le lyocell, qui sont des matières, disons, plus éco-responsables, parce qu'elles sont pas dérivées du pétrole, mais elles sont souvent très chères par rapport aux matières synthétiques et plus fragiles. Donc, moi, je conseille toujours, quand on débute en randonnée, d'aller vers les tissus synthétiques parce que ça va durer plus longtemps, ça coûte moins cher au départ. Et voilà, bon, même si c'est moins écologique comme choix, mais moi, par exemple, j'ai des vêtements synthétiques que j'ai depuis plus de 8-9 ans et qui sont encore en très bon état et que j'utilise encore quotidiennement. Donc voilà. Et c'était les seuls que je pouvais me permettre à l'époque. Donc voilà, il faut toujours faire les choix selon ses possibilités économiques et aussi, c'est ça, ses possibilités économiques. Donc, comme je disais, commencez par regarder ce que vous avez parce que qui n'a pas une paire de shorts de course ou un t-shirt en synthétique qui traîne quelque part à la maison? Je pense que c'est des genres d'éléments que tout le monde a facilement à la maison. Donc, avant d'acheter quoi que ce soit, vraiment, regardez dans votre garde-robe, demandez aussi autour de vous. Des fois, on a notre mère ou notre soeur ou notre frère, notre père qui ont des vêtements qu'ils utilisent peut-être eux pas ou peu et qui pourraient nous prêter. Donc, comme ça évite de dépenser
Un autre élément à garder en tête quand on décide d'acheter des vêtements neufs pour la randonnée, ou même de seconde main, c'est de penser à la versatilité. L'avantage des vêtements de randonnée, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour plusieurs autres sports. Pour le vélo, le kayak, le ski de fond, la raquette, les voyages, etc. Donc, dites-vous aussi que quand vous investissez dans un pantalon, par exemple, convertible, c'est un pantalon que vous allez pouvoir utiliser dans plusieurs autres activités aussi. Donc, ne pensez pas juste à, OK, c'est 25 € que je vais utiliser juste pour en donner 2 fois par année. Non, parce que vous allez peut-être l'utiliser pour aller en voyage, pour aller faire du vélo et d'autres sports. Donc, il faut toujours, moi, je pense, garder en tête la versatilité. Et ça aussi, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour des vêtements et on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Moi, par exemple, ce que je conseille, c'est d'avoir 1 ou 2 pantalons /shorts /leggings, 1 ou 2 t-shirts à manches courtes, 1 ou 2 t-shirts à manches longues, une polaire. Éventuellement, quand on a un peu plus de budget et qu'on commence à faire des randonnées aussi durant l'automne, l'hiver, le printemps, c'est d'avoir par exemple une doudoune synthétique ou en plume ou alors une autre polaire plus épaisse, 2 paires de bas, un soutien-gorge de sport pas trop épais, qui respire bien, un chapeau. Moi, ça, c'est à peu près la quantité de vêtements que j'ai alors que je fais du sport tous les jours. Je vais souvent randonner aussi sur plusieurs jours, mais en fait, ça, c'est tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir énormément de vêtements pour commencer à randonner. Et là, même quand je vous disais, par exemple, 2 pantalons, shorts, leggings, si vous savez que vous allez toujours randonner une seule fois, par exemple, la fin de semaine, une seule journée, même si vous allez 2 journées, un pantalon, on peut très bien le porter 2 fois, vous n'avez pas vraiment nécessairement besoin même d'avoir 2 éléments de tout, par exemple. Un peut très, très bien suffire. Éventuellement, si vous voyez que vous en faites souvent, vous en prenez peut-être un autre, mais c'est pas besoin, ça peut être très, très graduel, pas besoin d'aller tout acheter d'un coup comme ça. Donc, voilà pour les vêtements. Moi, je pense que vraiment déjà commencer à regarder ce que vous avez et ensuite acheter juste ce que vous avez vraiment besoin, puis dépensez pas trop sur les vêtements parce que ça vaut pas vraiment la peine. Finalement, je vous ai juste parlé de quelques autres petits items, des petits objets qui sont importants pour la sécurité. Mais là encore, on n'a pas besoin de dépenser une fortune pour ça. Puis souvent, c'est des choses qu'on a déjà à la maison. Donc, la première chose, une lampe frontale ou une lampe de poche, même celles, là, les petites là, qui coûtent juste quelques euros, qu'on trouve facilement un peu partout. Ça fait très, très bien l'affaire quand on commence, mais c'est toujours bien d'avoir une lampe, une source de lumière autre que, par exemple, que son téléphone, parce que si les batteries de notre téléphone se vident, on est un peu mal pris. Donc, avoir une seconde source de lumière, super important. Ensuite, un kit de premiers soins. Moi, je vous conseille de vous le faire maison et pas de l'acheter, parce que acheter, ça va vous coûter très, très cher. Puis, pas très, très cher, mais ça va coûter un peu plus cher, je trouve. Et vous n'allez pas vraiment être capable de l'adapter à vos besoins. Donc, ça aussi, bien sûr, je vais faire un épisode éventuellement là-dessus, mais il y a plein de listes en ligne aussi déjà qui existent, donc vous pouvez jeter un coup d'œil par là. Ensuite, un couteau multi-tool. Là, encore pas besoin d'être un couteau genre Leatherman qui coûte genre 80 € avec tous les outils imaginables. Même là, juste un couteau suisse, un des modèles qui coûte le moins cher, les premiers qui ont juste quelques outils, mais déjà ça va être utile d'avoir ça en cas de problème ou juste pour couper du saucisson ou du fromage pendant qu'on se promène. Et finalement, une power bank qui, là encore, j'imagine, c'est quelque chose que aujourd'hui la plupart des gens ont. Ça n'a pas besoin d'être une power bank de 20 000 milliampères, juste si on va à la journée. Juste une power bank qui permet au cas où de redonner un peu de jus à notre téléphone si la batterie est sur le point de se vider. Donc voilà, là encore, on en trouve à pas trop cher maintenant, donc pas besoin de dépenser énormément d'argent. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur les éléments essentiels vous ont aidé. Je répète, les 2 éléments vraiment sur lesquels je vous conseille d'investir un petit peu plus et bien réfléchir à votre achat, ce sont les souliers et les sacs à dos. Sinon,
Un autre élément important, mais qui n'est pas absolument nécessaire d'investir dès le début, c'est une veste de pluie. C'est important d'en avoir toujours une, mais ça n'a pas besoin d'être une veste de pluie hyper technique. Ensuite, les vêtements et certains éléments de sécurité. C'est important d'en avoir qui soient adéquats pour ce qu'on va faire, mais pas besoin de dépenser beaucoup d'argent et toujours on vérifie si on n'a pas déjà ces choses-là qui traînent à la maison ou si quelqu'un autour de nous en a qui pourrait nous prêter ou nous donner ou nous vendre. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez une liste complète des choses à apporter en randonnée, vous voulez être sûr de ne pas rien oublier, vous pouvez télécharger le kit de démarrage de la randonneuse dans lequel il y a toute une liste des éléments à apporter pour une randonnée, aussi des trucs sur comment vous préparer avant la randonnée, quoi apporter comme repas, collation, comment trouver des idées d'itinéraire, plein d'autres ressources comme ça. Donc, vous pouvez télécharger ça. C'est dans la description de l'épisode. Et voilà, n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, à m'écrire, soit par email à sarah@randonneezen.com ou sur Instagram. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Donc, je vous souhaite, comme d'habitude, de faire des belles randonnées et on se voit pour un prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonneezen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.